L'antigène tissulaire HLA-B27 est un facteur génétique de prédisposition aux spondylarthropathie connu depuis plus de 30 ans. Il a été difficile initialement de comprendre un petit peu son fonctionnement, son rôle dans la pathogénie de la maladie. Les travaux réalisés sur ces dernières années nous permettent de comprendre un petit peu mieux, en ce sens que cette molécule HLA de classe 1 a une particularité dans une plus grande difficulté à se conformer dans l'espace par rapport à d'autres antigènes HLA de classe 1, ce qui va induire un stress dans la cellule lié à cette anomalie de conformation. Donc ce stress cellulaire induit la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui pourraient être impliquées dans le déterminisme de la maladie. Lorsqu'une protéine se conforme mal, le stress cellulaire, grâce au système UPR, détruit ces protéines mal conformées et induit la production de cytokines comme le TNF ou les interleukines 6 et 23. À côté de HLA-B27 qui est connu dans le déterminisme des spondylarthrites, deux autres facteurs génétiques ont été mis en évidence. Le premier, c'est RAP1 qui est une protéine qui sert à, si vous voulez, à couper les petits peptides. Quand un antigène HLA de classe 1 se présente à la surface d'une cellule, il se présente à la surface pas tout seul, mais chargé d'un antigène qui lui-même provient de la dégradation en petits peptides d'une grosse protéine. Donc l'association de RAP1 à la spondylarthrite pourrait nous suggérer qu'il y a un dysfonctionnement dans la coupure de ces peptides et cela associé au misfolding du B27 favorise encore plus le stress cellulaire et la fabrication de cytokines pro-inflammatoires. Donc le deuxième facteur génétique impliqué dans la spondylarthrite, c'est un polymorphisme du récepteur à l'IL-23. Donc l'IL-23 et son récepteur, c'est quelque chose qui sert, si on peut dire, à la survie des lymphocytes T Th17. Donc on ne connaît pas, en toute honnêteté, au jour d'aujourd'hui, les conséquences fonctionnelles de ce polymorphisme associé à la spondylarthrite, mais on peut arriver à relier ces différents éléments ensemble, puisqu'on a dit précédemment que B27 se conforme mal. Il y a une autre protéine qui permet de couper les grosses protéines en petits peptides qui peut-être dysfonctionnent. Ces deux éléments conduisent à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, dont l'IL-23, et il est possible que l'anomalie génétique concernant le récepteur à l'IL-23 consiste en un gain de fonction qui conduirait à un maintien excessif de Th17 qui pourrait expliquer la pathogénie de cette maladie. Ce sont des hypothèses, mais on pourrait construire une jolie histoire autour de la génétique des spondylarthrites. Au cours de l'atelier, Tao Pham s'est intéressé aux critères diagnostiques de la spondylarthrite. On sait qu'une sacroïléite radiographique apporte une certitude diagnostique et que l'IRM permet des diagnostics plus précoces dès quelques mois d'évolution de la maladie, et ce, malgré des limites. On sait maintenant qu'on peut avoir des signes inflammatoires au sacro-iliaque ou au rachis chez 10 à 20% des sujets sains, des lombalgies chroniques. Donc en fait pas que chez les spondylarthritiques, donc en fait c'est pas quelque chose de spécifique. Et on sait que la sensibilité n'est pas très bonne, puisque par exemple chez des gens dont on est certain qu'ils ont la maladie, par exemple ceux qui ont participé aux essais thérapeutiques pour les anti-TNF, alors qu'on savait qu'ils avaient la maladie, qu'ils avaient une maladie active, il n'y a que 60-70% des patients qui ont des signaux inflammatoires. Donc pour avoir une certitude avec l'IRM, il faut vraiment avoir un nombre important de lésions au rachis, c'est-à-dire au moins 3 lésions inflammatoires ou au moins 5 lésions graisseuses, et au sacro-iliaque, avoir au moins un quart de la sacro-iliaque, si on la coupe en 4 cadrans, avoir au moins 25% de lésions inflammatoires et quelque chose qui assoit vraiment votre diagnostic. Sur le plan thérapeutique, une des questions développées était de savoir quel traitement proposer aux patients en échec après un traitement par anti-TNF. On a d'abord essayé toutes les biothérapies qui existent aujourd'hui pour les polyarthrites rhumatoïdes. Donc on a essayé l'abatacept, on a essayé le rituximab, on a essayé le tocilizumab. Pour l'instant, on a essayé l'anakinra. Aucun de ces traitements, dans des études ouvertes, n'a montré d'efficacité flagrante, en tout cas pas à la hauteur de celle qu'on obtient avec les anti-TNF. En revanche, comme vous l'a expliqué le professeur Miceli tout à l'heure, on a découvert une voie d'activation qui est la voie des interleukines 12-23 et 17. Et on a déjà aujourd'hui sur le marché des anticorps, des inhibiteurs ou de l'interleukine 12-23 ou de l'interleukine 17. L'inhibiteur de l'interleukine 12-23
est déjà sur le marché. Il existe, il a l'AMM pour le psoriasis. Et l'ustekinumab a déjà montré son efficacité dans un essai thérapeutique dans le rhumatisme psoriasique. Donc ça veut dire que c'est vraiment une piste intéressante dans notre domaine. Le deuxième médicament, qui est un anti-IL-17, qui s'appelle le secukinumab, lui a été présenté l'année dernière à l'ACR. On a eu des données intermédiaire d'études, l'étude n'est pas encore finie, donc c'était des résultats à 6 semaines et on montre qu'à 6 semaines on a déjà chez les sujets traités 60% de répondeurs à SAS20, ce qui est quand même un résultat tout à fait satisfaisant. Donc on a des pistes en dehors des anti-TNF de biothérapie qui seront peut-être efficaces dans les spondylarthropathies.